Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo de méthode dans le thème de l'électromagnétisme. Alors je vais vous expliquer comment est-ce que, en plusieurs étapes, c'est une vidéo qui va être un petit peu longue, comment est-ce qu'on peut exprimer la capacité d'un condensateur. Donc pour recontextualiser un petit peu, donc un condensateur est constitué de deux plaques en regard qui vont être chargées avec des charges opposées. Donc on va avoir une plaque supérieure par exemple avec une charge plus Q et une plaque inférieure avec une charge moins Q. Donc les plaques vont être de surface S et espacées par un isolant. Donc ça peut être de l'air par exemple, d'épaisseur E. Donc aux bornes des deux plaques va apparaître une différence de potentiel UC et on va le mettre en convention récepteur avec le courant I ici. Alors on va prendre une hypothèse de travail qui va nous être grandement utile. On va supposer que la surface S est de grande dimension, à tel point qu'on va pouvoir la considérer infinie. Globalement, on va considérer que les côtés de la plaque sont très très grands devant l'épaisseur E du condensateur, c'est-à-dire la distance entre les deux plaques. Donc l'objectif de la méthode, ça va être d'exprimer la capacité C du condensateur en fonction des paramètres géométriques, entre autres, du condensateur, c'est-à-dire sa surface et son épaisseur. Alors la méthode, elle se décompose en 4 parties. Chaque partie va correspondre finalement à une autre méthode qu'on aurait pu faire en cours. Autant dans un exercice d'écrit, si on vous demande de faire ça, ce sera détaillé en sous-question. À l'oral, on peut vous demander de façon assez brutale, exprimer la capacité du condensateur, donc il va falloir faire les quatre étapes. La première étape consiste à déterminer le champ électrique créé par une seule des deux plaques qui est chargée en surface. Puis ensuite, on va utiliser le principe de superposition pour exprimer le champ E entre les deux plaques. Le principe de superposition nous dit qu'on peut additionner des champs électrostatiques. Ensuite, on va en déduire la différence de potentiel entre les deux plaques en utilisant la formule E égale à moins gradient de V, donc du potentiel V. Et on va enfin identifier la capacité C dans la formule Q égale à C fois UC. Donc voilà pour la méthode, donc maintenant je vais l'appliquer. Donc première étape, déterminer le champ électrique créé par une seule plaque chargée en surface. Donc on va se placer en statique, donc on va pouvoir utiliser le théorème de Gauss. Donc là aussi, pour utiliser le théorème de Gauss, il faut être le plus méthodique possible. Et donc il faut commencer par déterminer dans quelle direction va être le champ électrique et surtout de quelle variable il va dépendre. Et donc pour ce faire, on va faire des études de symétrie dans un premier temps. Donc ne faites pas attention à la figure orange pour l'instant, ce sera utile plus tard. Donc on a la plaque ici, donc de charge surface X sigma 0 qui vaut la charge totale Q sur la surface totale S. Et on va essayer de calculer le champ électrostatique en un point M quelconque de l'espace. Donc on constate que les plans pi1+, qui est le plan MUXUZ, donc c'est le plan en fait de la feuille qui va couper la plaque chargée en deux, puisqu'on a considéré la plaque infinie. Et également le plan pi2+, MUYUZ, donc c'est un plan qui va être orthogonal au plan de la feuille. Tous deux sont des plans de symétrie de la distribution de charge. Et puisque ce sont des plans de symétrie de la distribution de charge, et qu'on sait que le champ électrique appartient au plan de symétrie, on va chercher un vecteur commun entre les deux plans de symétrie, CUZ. Et puisqu'on sait que le champ électrique appartient à ces deux plans, on en déduit que le champ électrique, E, est selon... Oula, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de tablette. Voilà, on en déduit que le champ E est selon UZ. Ensuite, on va faire l'étude des invariances. Donc attention, ici le vocabulaire est très codifié, donc on va dire que la distribution de charge est invariante par translation selon X, puisqu'on a considéré la plaque infinie, et de même elle est invariante, la distribution de charge, par translation selon Y. Et donc puisque la distribution de charge est invariante par translation selon X, on en déduit par principe de Curie que la norme du champ électrique ne dépend pas de la coordonnée X. De même, puisque la distribution de charge est invariante par translation selon Y, on en déduit que la norme du champ électrique ne dépend pas de Y. Donc l'étude des symétries nous permet de trouver la direction du champ électrique et l'étude des invariances de la distribution de charge nous permet de trouver
les dépendances de la norme du champ électrique. On en conclut que le champ électrique en un point M quelconque de l'espace, ça va être une composante selon UZ, donc que je vais écrire EZ, UZ, et cette composante ne dépend que de Z. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de Gauss. Pour ce faire, il faut définir une surface de Gauss. Donc la surface de Gauss doit être une surface fermée, passant par le point M d'étude, dans lequel on cherche à calculer le champ électrique. Et on choisit la surface de Gauss de telle sorte que ces surfaces élémentaires soient soit parallèles, soit orthogonales au champ électrique pour faciliter le calcul du produit scalaire. Et donc la surface de Gauss qu'on va prendre ici, c'est celle que j'ai dessinée ici. Donc c'est un parallélépipède de base A fois B, des paramètres quelconques, peu importe, et surtout de hauteur 2Z. Il faut que la surface de Gauss passe par votre point M et par son symétrique par rapport à la plaque chargée. Okay, donc elle va être de hauteur 2Z, où Z, ça va être la coordonnée du point M selon UZ, et donc M' sera en moins Z par rapport à UZ. Donc ça, c'est la surface de Gauss. Donc on va pouvoir utiliser le théorème de Gauss, qui vous dit que le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss, donc le flux sortant, attention, il faut bien que le ds soit un ds sortant, ça va être égal à Q1 sur epsilon 0, où Q1 c'est la charge inclue dans le volume délimité par cette surface de Gauss qui est fermée. Donc on va le faire en deux étapes. On va commencer par calculer la double intégrale de E scalaire ds sur la surface de Gauss fermée. Donc le petit rond dans la double intégrale, c'est bien pour dire que c'est sur une surface fermée. Donc on va pouvoir commencer par décomposer la surface de Gauss en ses 6 faces. Un parallélépipède, ça contient 6 faces. Donc on a la double intégrale sur la surface de gauche de E de M scalaire ds, plus la même chose sur la face de droite de E scalaire ds, plus la face, on va dire, avant de E, allez, je ne mets plus le E de M scalaire ds, plus la face arrière, on décompose les 6 faces de la surface de Gauss, de E scalaire ds, plus la face du haut, donc E scalaire ds, plus la face du bas de E scalaire ds. Donc, alors ici, le ds, ça correspond au ds sortant par rapport à la face que vous considérez. Donc sur la face de gauche, on va avoir un ds qui va être dirigé vers la gauche. Donc si je reprends, je crois que j'avais mis un axe ux vers la droite. Donc le ds ici, il sera selon moins ux. Sauf que puisque le champ électrique est selon uz, on l'a déterminé en faisant l'étude des symétries, on en déduit que le produit scalaire va faire 0. Pour le ds à droite, le ds à droite va être selon ux, E est toujours selon uz, donc le produit scalaire vous donne 0. Pour la face avant, le ds va être selon moins uy, uy était un axe qui allait vers l'arrière, donc puisque E est selon uz, le produit scalaire vous donne 0. De même pour la face arrière, puisque le ds est selon plus uy, et donc uz scalaire uy, ça fait 0. Donc il va nous rester uniquement ces deux termes-là. Donc pour ces deux termes-là, on va avoir pour la face du haut E au point M, donc de coordonnées Z, UZ, scalaire le ds qui vaut dx, dy, selon UZ. Ok, on a bien un ds selon plus UZ. Plus la double intégrale. Donc quand on est sur la face du bas, on est en moins Z, UZ, et le ds qui vaut moins dx, dy, hop, uz, désolé, je manque un peu de place, ce qui vous donne, je vais peut-être pas laisser assez de place, pour le flux de E à travers la surface de Gauss, ça vous donne. Puisqu'on intègre sur x et y et que E ne dépend que de z, on va pouvoir le sortir l'intégrale. Donc ça vous donne ez en z fois dx que je vais intégrer sur la surface de Gauss. Donc c'était de longueur A ou B, peu importe. Et la même chose sur y. Donc ça vous fait ez fois AB moins du coup ez en moins z fois AB. Et puisque la plaque en z égale 0 est en plan de symétrie,
On sait que EZ en moins Z vaut moins EZ en Z. Ok? Donc ça va vous donner 2 EZ en Z fois AB. Ok, on va l'écrire car EZ en moins Z égale à moins EZ en Z. Ok, ça c'est bien parce que la plaque qui est entre Z égale 0 est un plan de symétrie. Donc ça c'est la première étape. Il faut également qu'on calcule Q1. Alors pour calculer Q1, c'est assez simple. On a une distribution surfacique de charge, donc il faut utiliser que Q1, ça va être la double intégrale de la densité surfacique de charge scalaire ds. Puisque la densité surfacique de charge est uniforme, elle peut sortir l'intégrale, donc ça nous donne sigma 0 fois la surface de la plaque qui est incluse dans la surface de Gauss, qui va être ici tout simplement A fois B. Et la densité surfacique de charge, ici, sigma 0, ça va être la charge totale sur la surface totale. On en déduit, d'après le théorème de Gauss, que 2 EZ en Z fois AB, qui va être égal à sigma Q1 sur epsilon 0, pardon. Donc Q1, je vais le remplacer. Donc ça vous fait Q fois AB sur S, et on n'oublie pas le epsilon 0. Alors on constate que les paramètres A et B se simplifient, et donc on en déduit que le champ électrique, hop, je ne vais pas mettre de vecteur pour l'instant, en Z, s'écrit Q sur 2S, excusez-moi, Q sur, oh là là, sur 2S epsilon 0. Ok, donc ça c'est pour un point M au-dessus de la plaque. On en déduit en fait que le champ électrique, donc je vais mettre la conclusion ici, s'écrira, je le mets sous forme de vecteur ce coup-ci, Q sur 2S epsilon 0 UZ si on est au-dessus, pour un point M au-dessus. Et on aura donc par symétrie moins Q sur 2S epsilon 0 UZ pour un point M en dessous. Okay, qui correspondait à mon point M'. Donc on va pouvoir tracer le champ électrique, hop, qui est selon plus UZ au-dessus de la plaque et selon moins UZ en dessous de la plaque. Et on peut tracer également EZ, donc la projection de E sur Z en fonction de Z. Donc on va avoir quelque chose de constant pour Z positif qui vaut Q sur 2S epsilon 0. Et quelque chose de constant aussi en dessous de la plaque qui vaut moins Q sur 2S epsilon 0. Alors là, on n'a fait qu'un tiers du boulot, puisqu'on a exprimé le champ électrique créé par une plaque seulement. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2, qui consiste à appliquer le principe de superposition. Alors, j'ai déjà pré-complété. Donc, j'ai considéré toujours ma plaque la même que tout à l'heure, plus Q en Z égale 0, avec un champ qui est selon plus UZ au-dessus et moins UZ en dessous. Je vous ai remis les expressions ici. Et en fait, pour la deuxième plaque, qui est donc à une distance E, donc je l'ai mise en dessous, hein, donc je l'ai mise en moins E, pour Z égale moins E, vu que la charge est opposée, moins Q, on peut par analogie en déduire immédiatement le champ électrique de cette deuxième plaque sans même faire de calcul. On va juste remplacer plus Q pour la plaque bleue par moins Q pour la plaque orange, ce qui nous donne moins Q sur 2S epsilon 0 au-dessus de la plaque, donc un champ selon moins UZ, et plus Q sur 2S epsilon 0 UZ en dessous de la plaque, donc pour Z inférieur à moins E. On constate immédiatement avec ce petit schéma que lorsqu'on va additionner les champs, pour cette partie-là, ça va nous donner 0, puisqu'en fait, on additionne deux champs qui sont strictement opposés. La même chose en dessous. Et on en déduit que le champ E total entre les deux plaques, donc le champ E total qui vaut E plus E moins, donc va valoir, alors je vais tout détailler, donc ça vaut 0 si Z positif, ça vaudra 0 si Z en dessous de la deuxième plaque, donc inférieur à moins E, et ça vaudra moins 2 fois
Donc ça vaut moins Q sur 2S epsilon 0, moins Q sur 2S epsilon 0. Donc ça vous fait moins Q sur S epsilon 0 UZ. Si Z est compris effectivement entre moins E et 0. Donc là, on a exprimé le champ électrique créé par le condensateur, notamment ce qui va nous intéresser entre les deux plaques. On peut passer à la troisième étape. La troisième étape qui consiste du coup à exprimer la différence de potentiel en utilisant E égale moins grade 2. Donc l'idée, c'est qu'en projetant cette équation sur UZ, ça va vous donner que EZ de Z égale à moins dérivée partielle de V par rapport à Z. Bon, puisque le champ électrique n'est que selon UZ, on va trouver que la dérivée partielle de V par rapport à X et Y est nulle. Donc ça, en fait, je vais pouvoir l'écrire avec des dérivées droites, puisqu'on en déduit que le potentiel ne dépend que de Z. Donc l'idée, c'est qu'on va ensuite intégrer pour trouver la différence de potentiel. Donc on va intégrer par séparation de variables. Donc ce qui vous donne que moins dV, ça va être égal à EZ de Z fois dZ. Et je vais pouvoir remplacer E par l'expression qu'on a obtenue. Alors là, il faut faire attention, il faut prendre la bonne expression. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le potentiel, la différence de potentiel entre les deux plaques. Donc je me place bien avec le champ électrique entre les deux plaques, c'est-à-dire le champ qu'on a trouvé qui valait moins Q sur S epsilon 0. Et donc, j'oublie pas le dZ. Ensuite, je vais pouvoir intégrer de chaque côté. Donc ça vous donne, donc les moins vont simplifier, l'intégrale de dV, qui va être l'intégrale de Q sur S epsilon 0 dZ. Et donc, puisque je cherche la différence de potentiel entre les deux plaques, je vais pouvoir l'appliquer entre le potentiel de la plaque du bas, en moins E, et le potentiel de la plaque du haut, en 0. Donc là, je vais intégrer pour Z, je vais peut-être écrire, pour Z qui est entre moins E et Z entre 0. Okay, on fait bien correspondre les bornes, même si les variables d'intégration ne sont pas les mêmes. Ce qui vous donne que le potentiel en 0 moins le potentiel en moins E va être égal à donc Q sur S epsilon 0, qu'on applique donc la primitive de 1 dz, c'est Z, entre Z égale 0 et Z égale moins E, ça vous fait fois E. On a quasiment fini. Ici, on identifie la tension UC. Et donc, on va pouvoir appliquer la dernière étape où on va identifier dans cette formule la capacité du condensateur. Alors, regardez ce qu'on a obtenu. UC égale à Q fois E sur S epsilon 0. Et nous, on connaît la formule Q égale à C fois UC. Donc, je vais juste la réécrire sous cette forme-là. Donc, on va avoir Q, d'après ce qu'on a obtenu juste au-dessus, qui va être égal à UC fois S epsilon 0 sur E. Donc par identification, c'est immédiat que la capacité du condensateur s'identifie à S epsilon 0 sur E. Donc voilà le résultat de ce calcul, qui est plutôt logique, parce que la capacité du condensateur, ça quantifie en fait la capacité du condensateur à stocker des charges. Plus la surface des plaques va être grande, plus on va pouvoir stocker de charges. De même, plus la distance entre les deux plaques va être grande, donc plus l'isolant sera épais, moins on va pouvoir stocker des charges. Donc c'est une formule qui est assez logique du point de vue des paramètres géométriques. Donc voilà la méthode à appliquer vraiment de façon scrupuleuse en 4 étapes. Ne cherchez pas en particulier à calculer directement le champ électrique créé par le condensateur. Passez par le champ créé par une plaque, puis par principe de superposition, le champ créé par les deux plaques et identifier la capacité dans la formule avec la différence de potentiel. Voilà, je vous remercie.